premiers jours de la vie. C'est la période qui s'étend du moment de la conception d'un enfant jusqu'à son deuxième anniversaire. Et c'est une période particulièrement sensible pour le développement de l'enfant et pour la santé de la personne qu'il sera lorsqu'il sera adulte également. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, on parle de votre santé d'éducation tous les matins jusqu'à 10h sur Beurre FM. Et nous allons parler des 1000 premiers jours des enfants aujourd'hui avec mes deux invités. Valéria Lombroso est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes autrice, réalisatrice de films sur le jeune enfant et productrice également. Oui, exactement. Et le professeur Umberto Simeoni est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur de pédiatrie à l'université de Lausanne et vous êtes chef du service de pédiatrie et du CHU vaudois, c'est en Suisse. Et si vous êtes là tous les deux, c'est puisque vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle L'Odyssée des 1000 premiers jours aux éditions Marabout. Quand on parle des 1000 premiers jours, on parle des 1000 premiers jours de quoi, professeur ? Alors, c'est les 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire c'est la période qui s'étend du moment de la conception d'un enfant, en gros, jusqu'à son deuxième anniversaire. C'est-à-dire que cette période inclut la grossesse et aussi les 2 premières années de la vie. Et c'est une période particulièrement sensible pour le développement de l'enfant et pour la santé de la personne qu'il sera lorsqu'il sera adulte également. Bien, alors j'ai appris dans votre livre qu'on ne parlait plus de notion d'instinct maternel. Pourquoi ? En fait, on parle beaucoup d'intuition parentale. C'est-à-dire que, bien sûr, l'instinct maternel, c'est une notion qui n'a jamais été prouvée et qui a été contestée par les féministes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que des scientifiques ont découvert qu'en fait, il y avait une intuition naturelle, une intuition parentale qui pouvait être aussi bien celle de la mère que du père ou de toute personne qui s'occupe d'un bébé. Et qui consiste à l'observer et à s'interroger, à ressentir ce dont il peut avoir besoin, de façon à y répondre le mieux possible. Mmh. Alors, j'ai appris que quand on parle avec son bébé, on parle une langue très particulière qu'on appelle le mamanais. Oui, exactement. Alors, c'est la même chose pour les pères, hein, ils ne parlent pas le papanais. Alors, on dit le mamanais, en anglais, ça c'est encore pire, c'est motherese. Oui. Donc, oui. Mais même les pères et les personnes qui ne sont pas les parents de ce bébé-là vont avoir tendance à adopter cette façon de parler, en levant la voix, en ayant des intonations, en répétant souvent les mots, en parlant un petit peu plus fort et en accentuant les intonations, même dans les langues comme le français, qui n'ont pas d'intonation. En principe, qui n'ont pas d'accent tonique. On parle bébé en fait. Hein. Voilà, c'est sauf... le parler bébé. Oui, c'est tout sauf naturel, mais est-ce qu'il faudrait parler normalement à un bébé ? En fait, c'est ça le parler normalement à un bébé. C'est-à-dire qu'on est plutôt enclin à lui parler comme ça parce que c'est là qu'il réagit le mieux. Parce qu'il va réagir aux mouvements qu'on va faire avec le visage, quand on va lever les sourcils, quand on va le regarder. On va se positionner aussi assez près de lui, parce qu'en fait, il voit mieux à 30 cm. Et on va avoir tendance à accentuer pour qu'il entende et qu'il comprenne. Mmh. Parce qu'il comprend les intentions plus que les mots, bien sûr. Alors, il y a des études, puisque vous faites référence à des études, qui concernent des enfants qui sont nés avant terme. Oui. Et donc à qui on ne parle pas le mamanais. Eux, ils ont un langage qui est beaucoup plus élaboré. Effectivement. À 2 ans. Oui, en fait, ils ont un langage plus élaboré que quand on leur parle que quand on ne leur parle pas. Oui. C'est-à-dire que les bébés nés avant terme, auparavant, étaient souvent dans des couveuses et loin de leurs parents. Aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt d'être avec eux et de leur parler derrière. De leur parler, ouais. Ou même de parler autour d'eux. Ça, c'est bien, parce que leur cerveau va enregistrer les sons. Mais les enfants apprennent à parler, parce que c'est ce que vous expliquez dans le livre, avant, quand ils sont dans le ventre de leur mère. Ah oui, déjà dans le ventre de leur mère, ils vont entendre les sons. Et la preuve, c'est qu'à la naissance, il y a des expériences qui ont montré qu'ils ont une préférence pour leur langue maternelle et pour la voix de leur mère aussi. Alors, on a longtemps pensé que pour les enfants, la manière de les élever était instinctive. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ça ? Je ne sais pas. Umberto, est-ce que tu as une idée ? Que quand l'enfant est petit, les parents, ils l'élevaient de façon instinctive. De façon peut-être intuitive, comme disait Valérie tout à l'heure, je pense. Mais il y avait de l'intuition, mais tout de même une transmission par la famille. Il y avait une tradition
qui fait que les parents étaient moins seuls qu'aujourd'hui, probablement. Ils étaient entourés, ne serait-ce que parfois d'un membre de la famille ou d'une connaissance. Enfin, il y avait plus de proximité entre les personnes. Donc je pense que c'était facilitateur. Mais on n'élève pas un enfant seul. Non, en fait, c'est ça aussi un peu la thèse de notre livre et sur laquelle on était vraiment d'accord tous les trois, parce qu'il y a aussi Maya Gratier, qui est professeure de psychologie du développement, qui a écrit avec nous et qui a eu un rôle très important pour ce livre et pour tout cet aspect justement psychologique. Et c'était cette notion de tissu social, c'est-à-dire que chaque parent a besoin, même les pères aussi, de pouvoir s'appuyer sur un tissu social, que ce n'est pas, enfin, que le fait d'élever un enfant, c'est l'affaire de tous, c'est pas juste l'affaire des parents, c'est toute une communauté qui autrefois effectivement élevait un enfant, mais on a besoin de la reconstituer. Et comment est-ce qu'on la reconstitue à l'époque actuelle? Ça peut être avec les personnels de l'enfance, si l'enfant va en crèche ou avec une nounou, ça peut être si on a de la famille quand même, avec la famille élargie, et ça peut être aussi parfois grâce à un livre, un livre qui va être qui va nous aider, qui va nous conseiller, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre. Ouais. Voilà, c'est un outil. Mais comment les parents choisissent leur modèle parental? Alors, la façon dont on élève son enfant. C'est souvent assez inconscient. On va l'élever soit en faisant un peu comme ses parents, comme ses propres parents, ou alors en essayant de faire le contraire. Umberto, peut-être que tu as une idée complémentaire aussi. Non, c'est vrai que je crois qu'il y a... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle parental ou deux, trois modèles. Il y a probablement autant de modèles qu'il y a de parents et de familles. Et un enfant a d'abord besoin d'être protégé, que l'on veille à ses besoins, parce que bien sûr c'est un être totalement dépendant, surtout quand il est tout petit, et il a besoin d'affection et d'échange, de stimulation, de relation avec les personnes qui l'entourent et son environnement. Lorsque ceci est assuré, je crois que l'essentiel est là, et ça peut prendre une infinité de formes, à partir du moment où il y a un lien relationnel, affectif qui se tisse, eh bien, c'est gagné. Que ça vienne d'un côté ou de l'autre, l'enfant, il sera très sensible. D'accord. Dans ce que vous avez dit, il n'y a pas 50 peluches, une chambre super équipée, des talkie-walkie, un système pour visionner. Enfin, il y a très peu de choses, finalement. Aujourd'hui, quand on voit tout ce que les parents et toutes les familles achètent avant la naissance d'un enfant, il y a beaucoup plus de choses que ça, alors que vous êtes en train de nous dire que l'enfant, il a besoin de très peu de choses. Oui, il a surtout besoin d'interaction. Il a surtout besoin qu'on lui parle, qu'on s'occupe de lui, qu'on soit avec lui, qu'on le porte, d'être en corps à corps avec sa mère ou avec son père, souvent dans les premières semaines, encore assez souvent dans les premiers mois. Bon, après, un petit peu moins quand il va commencer à s'intéresser aux objets, mais jusqu'à 4-5 mois, il a vraiment besoin d'être le plus souvent possible contre le corps de sa mère. Professeur, est-ce que finalement on achète beaucoup trop de choses aux enfants? Je ne sais pas si on achète trop de choses, mais en tout cas, c'est vrai qu'un enfant a besoin de très peu de choses. Et c'est avant tout, l'humain est un être social. Donc l'enfant, c'est pareil. Notre cerveau est extrêmement performant par rapport à tous les autres animaux, puisque nous sommes tout de même des animaux au sens propre du terme. Et c'est là que... Mais des animaux prématurés, si on parle des bébés d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Pourquoi est-ce que les bébés sont des animaux prématurés? C'est ce qui fait notre richesse aussi. Nous sommes des animaux prématurés parce que les bébés, c'est nous finalement. Hein. Donc le fait qu'on ne soit pas tout à fait fini à la naissance va faire qu'on aura une plus grande plasticité que d'autres espèces et donc une plus grande capacité d'apprentissage. D'autre part, il y a une théorie qui tient à la route et qui dit que finalement, le petit de l'humain, vu les dimensions de son cerveau, parce que par rapport aux autres espèces, c'est notre tête qui est très volumineuse, et ceci à cause de notre cerveau, eh bien, il est obligé de naître assez tôt, finalement, après 9 mois de grossesse, ne serait-ce que parce que sinon, l'accouchement ne serait pas possible. La tête ne pourrait pas passer à travers ce qu'on appelle les détroits du bassin de la maman. Vous voyez ? Oui, parce qu'on pourrait avoir une gestation beaucoup plus longue, comme les éléphants, par exemple, elle dure 2 ans chez les éléphants.
Et d'autres espèces encore plus longtemps. Mais on marchera tout de suite. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Moi, je reviens les bébés sont minimalistes, mais aujourd'hui, quand on voit comment on organise la chambre d'un bébé, je ne trouve pas du tout minimaliste. Hein. Ben, en fait, c'est vrai que il y a un aspect commercial. Hein, mais pourquoi ce décalage alors que finalement, c'est pas forcément ce dont ont besoin les enfants à cet âge-là? Parce qu'on ne le sait pas. Parce que moi, j'ai souvent filmé dans des familles et les familles croient bien faire. Et j'arrive dans des familles où je voudrais filmer un bébé au sol, sur un tapis de jeu, avec quelques jouets. Et je me retrouve avec plein de choses qui encombrent la pièce. Un Yopala, un berceau avec un truc avec plein de jeux dessus, mais qui ne vont pas intéresser l'enfant pendant très longtemps. Et j'essaye de leur dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça sur le balcon pour qu'on puisse filmer correctement votre bébé, et vous mettez par terre et vous jouez avec lui. Et après, ils me disent « Ah, mais c'est la première fois que je me suis mis par terre et que j'ai joué avec mon bébé. » Et là, moi, je suis contente parce que je sais que c'est une habitude qu'ils vont garder parce qu'ils y ont pris du plaisir. Et ça m'arrive assez souvent, en fait. D'ailleurs, vous êtes une réalisatrice qui filme à hauteur de bébé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire on filme du point de vue du bébé. Alors, bien sûr, on place la caméra à hauteur du bébé, mais c'est aussi une façon de se décentrer et d'imaginer comment ce bébé-là se sent, comment il interagit, comment il voit le monde. D'ailleurs, vous avez la réputation d'écouter autant les bébés que les professeurs et les chercheurs. Ça, c'est ce que disent mes amis. Mais pourquoi ça? Pourquoi finalement est-ce que dans ce que vous dites, ça veut dire qu'on n'écoute pas assez les bébés et que finalement, ils ont énormément de choses à dire? Et ça, c'est vrai pour les parents. Hein. C'est vrai. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre avec Maya et Umberto. C'était pour pouvoir être un peu leur porte-parole et faire en sorte de transmettre ce regard qu'ils ont sur les bébés et que je trouvais absolument fantastique. Et c'est aussi pour ça que j'écoute autant les chercheurs que les bébés, parce qu'en fait, je comprends les bébés grâce aux chercheurs. Et ça, je le fais depuis 20 ans. Et maintenant, c'est un petit peu intégré. J'ai pas forcément besoin toujours de leur demander leur avis, mais il n'empêche que, à la base, j'ai nourri ma façon de filmer et de réaliser, justement, par ce que j'ai pu lire et aussi, surtout, le travail qu'on a pu faire ensemble en regardant des images que j'avais tournées et en les analysant. Voilà, on parle des 1000 premiers jours des enfants aujourd'hui à travers la sortie d'un livre qui s'appelle L'Odyssée des 1000 premiers jours aux éditions Marabout. Alors, ces 1000 premiers jours, c'est à la fois un concept assez récent, hein, quand on y pense, et vous avez rassemblé toutes les nouvelles études actuelles qui concernent les enfants, sachant que chaque époque a un petit peu ses marottes en termes d'éducation d'enfants. Hein. Un coup, on dort sur le ventre, un coup, on dort sur le dos, on a la tête plate, mais c'est pas grave, voilà. Alors, il y a des différentes raisons qui font qu'on change d'habitude. Sur cette histoire de dos et de ventre, j'ai laissé Umberto en parler. Mais c'est vrai que les vérités en termes d'éducation d'enfants se déplacent en fonction des époques. Oui, alors maintenant il y a quand même, il y a un tamisage de tout ça, dans la mesure où ça fait 70 ans qu'il y a des recherches scientifiques sur le bébé, sur le comportement des bébés, sur le comportement des parents avec les bébés, etc. Avec des études normalisées, avec des publications dans des revues à comité de lecture, etc. Et donc ça veut dire que, et depuis 30 ans encore plus, et depuis 10-20 ans avec les neurosciences, c'est venu encore confirmer ces recherches qui au départ étaient plutôt réalisées sur une base comportementale ou sur le fait d'arriver à discerner les préférences d'un bébé, par exemple en lui donnant une tétine et en voyant s'il tète plus ou moins vite, ce genre de choses. Et donc en fait, aujourd'hui, les connaissances qui sont dans le livre, c'est une synthèse d'un ensemble de recherches. C'est pas des avis, c'est pas des points de vue. C'est quand même étayé. C'est énormément de recherches. Voilà, par de la recherche. Professeur, alors, est-ce que vous avez quelque chose, un complément à ajouter? Oui, je pense que Valérie a tout à fait raison. Nous avons fait beaucoup de progrès en nous intéressant au bébé en tant que tel et avec une approche scientifique, c'est-à-dire une approche objective, aussi neutre que possible. Et on relie davantage aujourd'hui tout ce qui était de l'ordre de la psychologie avec des réalités biologiques, c'est-à-dire physiques, que l'on a appris à connaître en étudiant mieux le développement du cerveau, au niveau de l'organe, au niveau des cellules, et aussi au niveau moléculaire, en particulier dans le domaine de l'épigénétique, qui est un facteur clé dans le développement d'un bébé. Alors, il y a les empreintes génétiques et il y a les empreintes épigénétiques. Ça va d'ailleurs chercher loin, puisque c'est transgénérationnel.
Oui, tout à fait. Alors la génétique, bien sûr, est transgénérationnelle, puisque c'est notre patrimoine génétique individuel que nous héritons directement de nos parents. Mais nous avons appris que ce qu'on appelle des traits acquis, des éléments acquis, donc qui ne sont pas innés, qui ne sont pas dans le génome, mais qui sont culturels, liés à l'environnement, peuvent également être enregistrés en superficie du génome sous forme de marques moléculaires, que l'on appelle des marques épigénétiques, et rester tout au long de la vie, et voire être transmises sur quelques générations, bien qu'elles ne soient pas dans les gènes. Et ceci nous a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est transmis par le père et par la mère de la même façon ? Absolument. Par exemple, les deux peuvent le transmettre. Et par exemple, il y a l'hygiène de vie pendant la grossesse et même avant la grossesse a une grande importance parce qu'elle va... ou les polluants aussi qu'une mère peut rencontrer pendant sa grossesse peuvent créer une marque épigénétique. Alors, je lis dans votre livre que la plupart des maladies chroniques de l'adulte, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, prennent racine dans les 1000 premiers jours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, techniquement, professeur ? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'une sorte de conditionnement qui est possible durant cette période particulière de sensibilité à l'environnement. Et on sait tous déjà depuis longtemps que ce qui se passe au début de la vie d'un bébé peut laisser bien sûr des traces tout au long de sa vie, la façon dont il est élevé, les événements qui se passent dans sa famille. Ce que l'on savait moins, c'est que pratiquement l'environnement dans lequel naît un bébé et surtout dans lequel il est conçu et dans lequel se passe une grossesse peut lui aussi imprimer des marques de type effectivement épigénétique, mais également d'autres mécanismes qui vont pouvoir persister et qui vont traduire des styles de vie, qui vont refléter des styles de vie qui ont entouré le bébé, qui étaient peut-être aussi les styles de vie de ses parents, et qui vont faire que cet enfant va se programmer, entre guillemets, va adapter son développement à ces tout premiers signaux qu'il reçoit au début de la vie. Et du coup, si cette adaptation est réussie et colle bien avec l'environnement que ce bébé va trouver plus tard dans sa vie et même lorsqu'il sera adulte, c'est parfait. S'il y a quelques petites différences, effectivement, la situation sera peut-être moins optimale. Et on pense que effectivement, ce facteur précoce, les expositions précoces au début de la vie, jouent un rôle dans les principales maladies chroniques que nous connaissons, les maladies métaboliques, l'obésité, le diabète. Un rôle partiel, bien sûr, et qui n'est pas un déterminisme. C'est un facteur de risque qui peut s'ajouter. Mais il a l'avantage d'être réversible et surtout d'être évitable. Donc ça ouvre vraiment des possibilités de prévention. Il faut voir ça comme un élément positif. Mais quand vous dites évitable, comment on peut l'éviter là ? Parce que vous expliquez que le mode de vie, l'hygiène de vie des parents, avant la conception des enfants, ça va avoir une influence sur eux et sur les générations qui suivent. Donc ça voudrait dire qu'il faut changer de mode de vie avant. Et oui. C'est ça la prévention, non ? Oui. C'est ça. Oui, c'est ça, mais il faut bien comprendre que c'est extrêmement complexe parce que même le mode de vie des parents, il a son origine dans les modes de vie d'une société. Un individu, bien sûr, est responsable de ce qu'il fait, mais il est marqué lui-même par les comportements socio-collectifs, par les expositions à la collectivité, à ce qui affecte la collectivité. C'est donc difficile. Ça va depuis les produits qui sont proposés dans les supermarchés, jusque, comme le disait Valéria tout à l'heure, des expositions même involontaires à des toxiques qui sont liés à la pollution. Donc c'est facile à dire. Il ne faut pas tout faire porter sur les épaules des parents, mais c'est quand même une bonne occasion, quand on peut, pour essayer de manger un peu plus sain, de bouger plus,
d'éviter autant que possible une vie trop stressante. C'est tellement facile à dire et tellement difficile à faire. Mais la possibilité existe, voilà. Et chacun à son niveau peut essayer un petit peu d'agir là-dessus. C'est sûr que c'est plus sympa d'habiter loin d'une centrale électrique ou de retraitement, par exemple, qu'à côté. Nous, on a une en face, elle est magnifique. Hein. Et oui, mais il y a aussi le fait tout simplement d'éviter l'alcool, le tabac, les substances toxiques. Ça, c'est vraiment dès qu'on a. Ça paraît évident, mais on ne sait pas forcément qu'un verre d'alcool peut être bu au mauvais moment, peut être vraiment toxique pour le bébé. Et donc, avant, il y avait le message pendant la grossesse. Oui, mais pendant la grossesse, bien sûr. Surtout pendant la grossesse, pendant l'allaitement aussi. Et on ne va pas fêter, par exemple, la naissance du bébé avec du champagne si on a l'intention d'allaiter. Ça vous paraît évident, mais c'est pas si sûr que ça. Hein. Moi, je sais que personne ne m'a demandé si je buvais pendant que j'étais enceinte, si je buvais de l'alcool. On m'a demandé si je fumais, oui, mais boire, c'était moins évident. Maintenant, je pense que ça a un peu changé, qu'on en parle plus, mais le zéro alcool pendant la grossesse, c'est un message très important à faire passer. Alors, j'ai découvert en lisant votre livre que les bébés avaient des tempéraments. Oui. C'est quoi le tempérament d'un bébé ? Alors là, un bébé, tous les bébés ne sont pas pareils. D'ailleurs, je pense que les personnes qui ont fréquenté des bébés, qu'ils en aient eu ou pas, se rendent compte qu'il y a déjà un semblant de personnalité à la naissance. En tout cas, que le bébé est déjà une personne. Ça, c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs souvent entendu dire depuis une quarantaine d'années, qu'il fallait considérer que le bébé était déjà façonné par un ensemble d'expériences. En fait, quand il naît, c'est pas une page blanche. Il arrive au monde et il a déjà vécu pendant 9 mois dans sa mère, mais tout en étant dans sa mère, il a perçu l'environnement extérieur. Il s'est rendu compte déjà que, par exemple, la lumière n'était pas tout à fait la même le jour et la nuit, et que les gens ne faisaient pas la même chose. D'ailleurs, dans le ventre, les bébés vont dormir le jour et être réveillés la nuit, parce que les mamans sont moins actives la nuit et il y a plus de place pour bouger. Donc c'est assez amusant. Et donc l'adaptation au rythme circadien, ça prend combien de temps pour un enfant ? Ça prend au moins 15 jours, voire un mois, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont faire leur nuit, comme on dit. C'est-à-dire que pour faire ses nuits, un bébé, en fait le bébé il fait ses nuits, mais c'est juste qu'il a besoin de manger toutes les 2-3 heures. Donc il va se réveiller, téter, se rendormir, et si on peut l'avoir à côté de soi pour que ce soit pas trop compliqué de se lever, etc., d'aller chercher, ça va se passer assez rapidement. Et au bout de quelques temps, il va faire des nuits de plus en plus longues. Mais c'est surtout les parents qui ont le problème de ne pas faire leur nuit. D'ailleurs, je me demande à quoi l'expression « dormir comme un bébé » fait-elle référence ? Oui. Parce que quand on dit « il dort comme un bébé », ça veut dire qu'a priori que la personne dort bien, mais le bébé il dort pas si bien que ça. Le bébé il dort très profondément quand il dort, non, Umberto ? Oui. Ah non, il dort bien. 3 heures, mais il dort bien. Ah oui. 3 heures, puis après ça devient 5 heures, etc. Donc sur le tempérament du bébé, c'est important pour les parents de connaître le tempérament de son bébé, de bien le connaître pour l'accompagner au mieux. Oui, de bien connaître les bébés en général. C'est-à-dire qu'après, ils vont s'adapter à leur propre bébé et à toutes ses particularités. Il y a des bébés qui sont plus sensibles que d'autres, qui pleurent plus que d'autres, qui s'énervent, d'autres qui sont faciles, comme on dit. Et l'essentiel, c'est de se rendre compte aussi que tout passe, en fait. Que si un bébé pleure beaucoup au début, ça veut dire qu'il a aussi beaucoup besoin, qu'on s'occupe de lui, beaucoup besoin d'affection, mais qu'au bout de quelques temps, et dès qu'il va commencer à s'intéresser à autre chose, aux objets, etc., ça va passer. Donc, voilà, je crois qu'il faut de la patience dans les premiers mois. La question, c'est qu'à part si on est issu d'une grande famille, quand on a son premier enfant, des bébés, on n'en a pas vu beaucoup. Non, c'est vrai. On n'en a pas côtoyé tant que ça, en fait. On ne sait pas comment ça marche. Oui. C'est le bébé qui fait le parent. C'est vrai, le bébé construit le parent autant que le parent va aider le bébé à se construire. Mais chaque bébé, en fait, ce qui est formidable avec le bébé, c'est que quand il arrive au monde, il a déjà une capacité à initier la relation, à susciter l'attention et l'affection de ses parents. En fait, il n'est pas du tout passif dans la relation, au contraire. Et les parents vont être souvent étonnés et ils vont s'adapter. Et c'est cet ajustement réciproque qui va se faire dans les premiers mois, qu'on appelle l'accordage affectif d'ailleurs. On en reparlera tout à l'heure. Et voilà. Et qui va permettre... ce que c'est que cet accordage affectif. Alors, avec mes invités ce matin, j'ai la réalisatrice Valeria Lombroso. À noter que le livre dont vous venez nous parler ce matin avec le professeur Umberto Simeoni, qui est avec nous au téléphone, qui s'appelle « L'Odyssée des 1000 premiers jours », est un livre interactif.
et que grâce à des QR codes, on peut télécharger certains des films que vous avez réalisés sur les enfants. Hein. Il y a plusieurs séries, comme une série qui s'appelle Tisser des liens. C'est quand même beaucoup le sujet de votre livre, hein, oui, Tisser des liens. Une autre qui s'appelle Grandir. 1000 jours pour grandir. Voilà. Donc pour tous ceux que ça intéresse, il y a aussi les images qui vont avec. Il y a 40 vidéos que l'on peut voir qui proviennent de différentes séries. Alors certaines sont plus pratiques, comme par exemple la série Allaiter, allaitement maternel ou Retour à la maison, qui sont plus sur la façon de prendre soin du bébé. Et puis il y a les séries comme Tisser des liens, dans lesquelles on se penche davantage sur la relation, sur la psychologie et les interactions qu'il y a entre le bébé et ses parents dans les 2 premières années. Parce que le bébé a une vie psychique. Voilà. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas une méthode. Hein. Il n'y a pas une bonne façon d'être parent. Il y a autant de façons d'être parent que de parents, en fait. À chacun de trouver la sienne. Ouais. Et c'est aussi, bien sûr, on ne donne pas de méthode, on donne des connaissances. Et à partir de ces connaissances-là, chacun pourra trouver sa façon d'être et avoir moins besoin de conseils. Nous, on ne donne pas de conseils non plus. On suggère parfois des comportements qui sont adaptés, mais en même temps, on ne donne pas vraiment de conseils. Comme on parle toujours du bébé au singulier, mais il y a des bébés. C'est ça, il y a une multitude de bébés, comme il y a une multitude d'êtres humains d'ailleurs. Aucun ne se ressemble exactement. Alors, on a commencé à parler tout à l'heure de ce qu'on appelle l'accordage affectif. Qu'est-ce que c'est que ce fameux accordage affectif ? C'est le fait d'entrer en relation avec son bébé, et puis que le bébé aussi entre en relation avec son parent, et qu'il y a une sorte de danse interactive qui se crée entre eux, c'est-à-dire qu'on s'écoute, on se regarde, on se sent, on sent l'odeur de l'autre, on s'embrasse. Tout ça, ça fait partie de cette communication et sur très ce verbale. Sens que l'odorat, vous dites que finalement, on n'accorde pas assez de place à l'odorat. C'est vrai. C'est vrai. Alors, l'odorat, c'est un sens très intéressant parce que dans le ventre, on ne sent pas les odeurs, mais on goûte. Le bébé goûte sa mère. Il goûte tout ce qu'elle mange et et à la naissance, il y a une correspondance qui se fait entre le goût et l'odeur. Et donc, il va reconnaître aussi des odeurs. Et c'est vrai que c'est le sens, Umberto, je crois, qui est le plus développé chez le bébé. Voilà, de tous les sens. L'odorat. Hein. L'odorat, oui. Je ne sais pas si professeur. Umberto est... Est-ce que vous êtes toujours là, professeur ? Je crois qu'il n'est pas là. C'est l'odorat qui l'a fait. Ou alors c'est Louis, peut-être. Il est là. Voilà. Oui, oui, c'est l'odorat. Oui. Est-ce que c'est bien l'odorat qui est le sens du oui. Et Louis aussi, bien sûr, parce qu'en fait, le bébé a entendu déjà beaucoup de sons qui étaient filtrés. Par exemple, la voix de sa mère, il l'entend à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, filtrée par la paroi abdominale. Mais il la reconnaît. Et il la reconnaît à la naissance, et on pense qu'il reconnaît peut-être aussi la voix de son père. En tous les cas, il la reconnaît très rapidement, au bout de quelques jours. Alors, on apprend que la naissance, c'est pas le début de la vie, hein. Oui. C'est pour ça qu'on est sur ce concept de 1000 jours. Et que bébé, quand il arrive au monde, au moment de la naissance, eh bien, il connaît presque déjà le monde dans lequel il arrive. Oui, c'est ça, c'est toute cette... c'est grâce aux 5 sens qui se développent déjà in utero. Professeur. Alors oui, il le connaît à partir de ses sens, mais il le connaît même sans s'en rendre compte, à travers les signaux biologiques qui lui sont transmis par sa mère, ou qui lui ont été transmis aussi par son père, et qui quelque part vont arriver au niveau de chacun de ses organes, pas d'ailleurs seulement son cerveau, et vont s'inscrire un peu comme une archive des signaux qu'il reçoit de l'environnement. Et tout ceci, la biologie va être à l'œuvre et va permettre au cerveau, mais aussi à chacun des autres organes importants, de se développer de façon adaptée à cet environnement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'un bébé, dès le début d'ailleurs, même quand c'est un tout petit embryon, va orienter son développement en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Et il y a bien sûr une immensité de possibilités de se développer, et c'est ce qu'on appelle la plasticité du développement. Et c'est vrai qu'à la naissance, il faut que le bébé il sache s'adapter, il puisse être... il doit être opérationnel quand même, ce bébé. Mais par définition, il est adaptable. Oui, complètement adaptable. Absolument. Mais il est déjà pré-adapté. C'est-à-dire qu'à la naissance, il a déjà, comme disait Umberto, une connaissance du monde qui l'attend.
Et ensuite, il va mettre quelques temps pour apprendre la langue, mais ça va très vite quand même. Quand on pense qu'en moins d'un an, enfin en 3 ans, il va apprendre la langue, il va apprendre sa culture, il va apprendre les relations, il va apprendre à connaître le monde physique. Si le bébé connaît le monde dans lequel il arrive, qu'est-ce qui lui reste comme souvenir du monde d'où il vient ? Ça, je ne sais pas. Du monde d'avant ? Des souvenirs sensoriels. Professeur, de quoi il se souvient de sa vie dans le ventre de sa mère, le bébé ? Est-ce qu'on sait ça ? Alors, de se souvenir consciemment, je ne crois pas qu'il y ait une mémoire consciente vraiment précise de cela, mais inconsciemment, oui, certainement. Tout est engrammé, et notamment d'une façon insensible, même au niveau biologique, comme je le disais à l'instant. Et en fait, le bébé qui se développe, il va ajouter, bien sûr, son propre apprentissage à ce patrimoine qu'il aura reçu, en fait, de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que le développement d'un bébé va récapituler le développement de tous les êtres humains qui l'ont précédé. Et finalement, c'est l'évolution biologique qui lui donne ce point de départ. Et ensuite, là-dessus, lui, il va apprendre, il va passer tout son développement à apprendre. En fait, on n'existe pas seul, on existe dans une continuité. Et c'est pour ça que nous avons dédié ce livre à nos parents et à nos enfants, pour nous inscrire nous aussi dans cette continuité. Mais est-ce qu'on élève les enfants comme le faisaient les parents, en fait ? J'aurais tendance à dire un peu comme eux, mais de façon tout de même spontanément naturelle et donc différente. Et chaque personne est différente, chaque environnement est différent, et c'est bien comme ça. C'est ce qui crée notre diversité. Ce qui nous différencie encore une fois des autres animaux, c'est que nous avons une conscience d'être individuel et d'être chacun différent dans la même espèce. Nous sommes certainement l'espèce au sein de laquelle dont les individus sont les plus différents les uns des autres, et cette diversité a fait toute notre qualité, notre force d'être humain par rapport aux autres espèces que nous utilisons d'ailleurs plus ou moins à bon escient. En quoi les nouvelles connaissances scientifiques sur lesquelles vous vous appuyez pour construire votre livre nous amènent à revoir notre rôle de parent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles changent ? Je ne suis pas sûr qu'elles amènent à revoir notre rôle de parent, mais plutôt à l'expliquer un peu mieux. Nous avons beaucoup appris, voilà, et puis nous vivons une période au cours de laquelle la science et les technologies évoluent, progressent de façon exponentielle pratiquement. Et voilà, ce sont des connaissances qu'il est important de partager, et chacun peut en faire l'usage qu'il souhaite, mais elles sont utiles et donc permettent à chaque parent, les parents vont continuer à se comporter de la façon la plus naturelle du monde, mais notre culture aura été enrichie, et insensiblement les enfants qui vont être conçus, qui vont naître et se développer constamment, vont avoir la chance d'avoir un héritage un petit peu plus riche encore. Il y a beaucoup de choses, ça peut apporter beaucoup de choses en fait de connaître, d'avoir accès à ce corpus de connaissances. Par exemple, le fait de se rendre compte qu'un bébé, que le préalable au développement du bébé, c'est le fait d'être en relation avec les autres, en relation avec le monde, de découvrir des choses, qu'on s'intéresse à lui, qu'on lui montre que le monde est intéressant. Donc ça paraît évident, mais il y a des parents qui ne se rendent pas compte qu'un enfant ne va pas apprendre à parler, par exemple, en regardant la télé ou en écoutant des gens parler. Simplement, qu'il faut qu'on lui parle. On l'a appris, il faut une interaction. Il faut une interaction. Et ensuite, il y a le fait que toutes ces connaissances nous permettent de nous émerveiller. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument merveilleux quand on regarde un bébé grandir, et s'émerveiller, être fasciné par tout ce qui se passe et savoir le regarder, savoir le décrypter, c'est quelque chose de fantastique. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé, puisqu'en fait, j'ai commencé à faire des films sur les bébés quand moi-même j'ai eu un enfant.
Et entre mes 2 enfants qui ont 2 ans et demi d'écart, j'ai acquis certaines connaissances. Et j'ai vu la différence. J'ai vu comment, par exemple, j'attendais que ma fille pointe du doigt entre 9 mois et 11 mois. Et quand elle a commencé à pointer du doigt, qui est une façon de parler en quelque sorte, hein, c'est le pointer du doigt, c'est comme un verbe. Hein. Je regarde, voilà, il y a ça qui m'intéresse. Et on va partager cet intérêt ensemble. Eh bien, je l'ai savouré d'une façon tout à fait nouvelle. Et pourquoi, tiens, en parlant de langage, le premier mot est un mythe ? Ah Parce qu'en fait, selon Maya, qui est une spécialiste de l'acquisition du langage et de tout ce qui est préverbal, Maya Gratier, donc, effectivement, le bébé va dire plusieurs mots à peu près en même temps, et le parent aura l'impression qu'il y a eu un premier mot, mais en fait, il y a des premiers mots. Et puis ça peut être papa ou maman. Oui. Ça peut être Et papa et maman, et bras, et coquin, et plein d'autres mots en même temps. Bien, en tout cas, c'est passionnant pour les futurs parents. Est-ce qu'il y a des questions à se poser avant d'être parent, importantes ? Oui, par exemple, comment est-ce qu'on veut être parents ensemble ? Ça, c'est une question importante, parce qu'on n'a pas forcément le même point de vue. Professeur, vous avez une question, vous, à poser avant d'entreprendre ce grand voyage ? Moi aussi, je crois que ce que vient de dire Valéria est très important. Et aussi, peut-être, parents, c'est à la fois très naturel et on peut le faire de 1000 manières, mais en même temps, quand même, il faut pouvoir s'occuper de son enfant. On a... et c'est pas évident, je trouve, dans la vie frénétique d'aujourd'hui, qui est une vie pleine de tous les côtés et où on est souvent un peu isolé, les jeunes parents sont souvent isolés. Je trouve que c'est pas facile, donc il faut quand même se préparer, être disponible pour cet enfant, parce qu'il va en avoir besoin. Comme je disais tout à l'heure, il n'a pas besoin de grand-chose, mais il a besoin qu'on soit là et qu'on le guide et qu'on le protège. Il n'a pas besoin d'une tablette ni de télévision. Non. Il a besoin de vous. Oui. L'Odyssée des 1000 premiers jours, c'est le livre que vous venez de publier aux éditions Marabout. Professeur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. De nous avoir dégagé du temps. On rappelle, Valéria Lombroso, qu'on peut voir beaucoup de films que vous avez réalisés sur les enfants, à hauteur d'enfants. Vous pourrez justement scanner les QR codes dans le livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et voir la vidéo sur la chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.